bonjour. Merci Bonjour. de nous accueillir et de nous accorder un petit peu de temps à l'occasion de la sortie de votre tout nouvel album, Pika. Comment est cet album écrit à quatre mains donc, avec Françoise Putain? Alors c'est un projet qu'on a eu il y a presque 15 ans. On passe nos vacances ensemble. En fait, François et moi-même, on est des amis de très longue date, puisqu'on s'est connus il y a plus de 40 ans à l'école Saint-Luc de bande dessinée à Bruxelles. Donc on s'est liés d'amitié et on a fait toutes nos études ensemble, on a commencé dans les mêmes journaux de bande dessinée et au fil des temps on a passé des morceaux de vacances ensemble et à l'occasion de ces vacances j'ai proposé à François une espèce de pitch qui me trottait dans la tête, que j'avais imaginé pour un producteur improbable et que je n'ai plus jamais revu. Donc j'ai dit à François, voilà, j'ai cette idée d'une espèce de baleine géante tellement grande qu'on pourrait la prendre pour une île et sur laquelle éventuellement des naufragés pourraient s'échouer et y vivre une vie de Robinson. Est-ce que ça t'intéresse comme scénario, comme pitch en tout cas? Est-ce que tu as envie de passer du temps à essayer d'imaginer l'histoire, ses tenants et ses aboutissants? Et François a enclenché tout de suite dessus. Il m'a dit on va raconter ça pour le cinéma. C'est notre idée, c'est de faire un scénario de cinéma. C'est comme ça que ça a commencé. Et pourquoi justement avoir choisi la BD comme vecteur pour ce récit plutôt que le cinéma, que de l'animation? Parce que je voulais, à un moment donné, graver dans le marbre tout le travail qu'on avait fait. Parce que après ce premier échange, on s'est pris au jeu, on a commencé à scénariser, mais comme des scénaristes graphistes qu'on est, hein. Donc on a commencé à dessiner, à scénariser, à redessiner des plans, des idées, à écrire 3 notes, etc., pour en faire un scénario assez complexe. On a trouvé des producteurs de films, des script doctors qui se mêlent toujours de réécrire le scénario pour le producteur, d'autres producteurs, d'autres script doctors. Aujourd'hui, le film est toujours en pré-production au Canada. C'est un jeune cinéaste qui s'appelle Martin Villeneuve, le frère de celui qui a fait Blade Runner, entre autres, qui a pris en charge le film. Donc, mais tout ça faisait évoluer l'histoire dans des... Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne sait plus très bien où sont nos jeunes. D'autant qu'on a fait aussi un essai de projet de jeux vidéo avec la même histoire. Donc vous voyez, les choses ont été vraiment dans tous les sens, mais c'est pas plus mal, ça enrichit. Mais il fallait à un moment donné fixer un peu les idées, revenir peut-être à certaines options originelles. Et j'étais à un moment donné où j'étais un petit peu entre deux projets et j'ai dit à François, écoute, moi je voudrais faire ça en bande dessinée pour un peu fixer les choses dans le marbre et qu'au moins cette histoire ait une existence réelle avant qu'elle ne parte comme ça dans des studios de production lointains. Ça vous a fait peut-être une respiration aussi par rapport à l'animation 3D, par rapport aux jeux vidéo? Comme respiration, moi je connais les vacances comme respiration, parce que c'est extrêmement exigeant. La bande dessinée, c'est vraiment quelque chose de dur, d'exigeant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais la bande dessinée de ce type-là, franco-belge, des choses comme ça, très pinaillées, c'est vraiment un effort judéo-chrétien, intense, souvent solitaire, etc. Donc, comme respiration, c'est autre chose. C'est-à-dire que malgré tout, c'est vrai que c'est un exercice à peu près solitaire, donc c'est pas plus mal. Ça change surtout des grosses productions où on délègue et on dilue en même temps qu'on délègue. Donc c'est vrai que c'est dense. La bande dessinée, c'est une affaire d'homme quelque part. Il faut y aller et se retrousser les manches et puis ça dure. Et notre éditeur, souvent, il s'intéresse aux 10 premières planches et aux 10 dernières, et entre les deux, il nous laisse, parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien à faire en fait. Il n'y a plus qu'à espérer que l'auteur arrive au bout.
Pour en revenir au récit lui-même, vous parlez d'une baleine tellement grande qu'on pourrait porter une île, se transformer en île. Dans la cosmogonie, il est souvent question d'une tortue qui porterait le monde sur son dos. Est-ce que vous avez trouvé des références à une baleine ou est-ce que c'est une invention totalement romanesque? Je ne sais pas, parce que je me méfie de mes propres influences. Comment j'ai eu cette idée, je ne sais pas. Je me dis, j'ai dû voir quelque chose. Mais à force de travailler dans le monde des raconteurs d'histoire, on a une espèce de sixième sens qui nous fait emmagasiner des tas de choses dont on ne se souvient plus. Moi, je ne me souviens pas du titre du film, ni de son réalisateur, mais j'ai des flashs comme ça, de tas de films, et chaque fois je dis, mais ce film je ne l'ai pas vu, et puis je le regarde, et bien sûr je l'ai vu, mais voilà, on accumule comme ça des choses. Donc, parfois, je ne suis pas sûr de toutes les paternités que je revendique. Bon, j'ai fait quand même quelques recherches, je n'ai pas trouvé de traces sur Internet de cosmogonie avec une baleine portant un monde sur son dos. C'est pas une baleine. Les éléphants, ouais. On se poser la question, est-ce que c'est vraiment une baleine? Non, c'est les gens de l'histoire, par facilité, appellent ça une baleine, parce qu'on n'imagine pas de plus grand animal qu'une baleine dans la mer. Mais en fait, il s'agit plutôt d'un animal-monde, c'est-à-dire une espèce d'énorme machin qui tient à la fois du cétacé, de la méduse, de toutes ces choses-là, et qui aurait une vie à la fois animale, mais aussi un peu végétale, ou en tout cas végétative. Bon, c'est en soi un animal tout à fait bizarre, mais ça crée un monde autour de lui. C'est ce qui est intéressant, c'est que ce soit à la fois un animal et un générateur d'un petit univers, d'un écosystème particulier, de par sa grandeur. En fait, sa grandeur, sa puissance fait qu'il modifie autour de lui le climat, il modifie la température de l'eau, et donc par conséquent les caractéristiques des habitants qu'il colonise un peu, hein, un petit peu comme ces poissons pilotes là qui se fixent sur les requins. On pourrait imaginer qu'un animal grand comme 2-3 terrains de football, forcément il génère autour de lui tout un microcosme, oui. Aquarica, ce sont aussi des mondes qui s'opposent. On a à chaque fois deux mondes. On a celui des baleiniers sclérosés qui va finir par disparaître parce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter face au monde d'Aquarica qui, elle, va essayer de sauver son monde. On a une opposition entre deux générations. Tout à fait. On a une opposition entre, je dirais, Roudaison, qui est sombre, où il pleut, pas beau. Et l'île, effectivement, c'est un peu un paradis, jusqu'à ce qu'on commence à voir les oiseaux tomber. Est-ce que c'est un équilibre scénaristique qui vous est venu naturellement? Oui, parce que c'est même relativement facile de poser à ce point deux mondes. Hein. Donc c'était pas... Tout n'est jamais difficile dans une histoire. Hein. Il y a des choses très difficiles, puis il y a des choses qui sont comme des évidences. C'est vrai qu'il y a un monde qu'on pourrait comparer à ces cités minières qui sont à l'abandon aussi, ou ces cités de la ruée vers l'or, etc. Le monde des baleiniers, c'est une matière première qui a disparu, ou qui s'est épuisée. Mais c'est en même temps une matière première, une matière vivante. Donc je pense que l'industrie baleinière a été une industrie extrêmement traumatisée par la perte de cette matière première, de ces baleines. Et c'est ce que racontent tous les récits maritimes de Melville, mais pas seulement Moby Dick, hein, mais tous les récits d'après, où il raconte qu'il passait le Cap de Bonne-Espérance et qu'il allait chercher des baleines dans l'océan Pacifique, depuis Nantucket, depuis le large de New York. Donc ça, on a imaginé que ça pouvait être extrêmement traumatisant d'avoir une disparition comme ça des baleines, comme les Sioux qui ont vu disparaître leurs bisons.
Voilà, c'est à ce point on est dépendant comme ça d'autres animaux. Alors évidemment ils sont traumatisés, évidemment ils sont aigris, évidemment ils sont mélancoliques, ils sont tout ça, ils sont blessés dans leur tête, dans leur chair. Et de l'autre côté il y a cette communauté qui vit dans une espèce de paradis perdu, totalement coupé du reste du monde, un monde dont ils ne connaissent rien, dont ils ne connaissent même pas les choses les plus élémentaires. Par exemple, c'est ce que la grand-mère dit à l'héroïne de la BD, tu ne sais même pas ce que c'est quelqu'un que tu rencontres pour la première fois. Tous les gens que tu les connais depuis toujours, et eux te connaissent depuis toujours. Quand tu es né, de fait tu as vu un certain nombre de personnes, puis les personnes suivantes sont nées, tu les as vues naître, donc c'est pas pareil. Là tu vas voir d'autres gens, tu vas voir des gens qui ont eu toute une existence avant de te rencontrer. Jules Verne et du Méliès. Vous parliez de références. Oui. Ben, nos références, on a fait ce roman comme des enfants, des vieux enfants, mais comme des enfants, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout renier ce dans quoi on est né. Donc on est tous les deux des enfants du baby-boom, on a la soixantaine tous les deux. Donc c'est quoi les enfants du baby-boom? C'est des enfants qui ont essayé de prouver à leurs parents qu'ils pouvaient aussi être des héros. Mais ils n'avaient pas la guerre pour le faire, mais c'est un peu ça. Alors ça s'est terminé dans mai 68 de manière un peu rock'n'roll, mais c'est un peu ça notre génération, et notre génération était nourrie avec le culte de l'aventure, puisque c'était les derniers soubresauts de l'aventure coloniale, qui était un terrain de jeu invraisemblable pour tous les aventuriers littéraires. Alors, bon, de fait, ça va de Jules Verne à Conrad, à Hemingway, à Stevenson, à Melville, et j'en passe, et à Bob Morin, n'importe qui. C'était ça, on était nourris là-dedans tout le temps. Et à la fin des années 70, on nous propose de travailler dans un journal de bande dessinée qui s'appelle « À suivre, rentrer dans l'aventure ». Et venez faire connaissance avec le maître de l'aventure, c'est Hugo Pratt. Et Hugo Pratt, c'était notre maître spirituel, notre père quelque part. Et il nous donnait des conseils comme ça, un petit peu de père, et il nous montrait, c'est vraiment la stature du commandeur, et il nous montrait le chemin, et il s'y prêtait un petit peu au jeu, et puis il était très gentil avec nous. Il dit voilà. C'est ça notre histoire, et donc on n'a pas voulu du tout la renier. Je pense pas qu'on est capable, en tout cas on n'en a pas le goût pour des choses beaucoup plus intimistes. Je pense que le héros aujourd'hui, dans des générations plus récentes, c'est soi-même. C'est pas un héros récurrent, etc., qui court la brousse africaine ou la jungle amazonienne. C'est soi-même, c'est autre chose, c'est quelque chose, on a sans doute un peu trop de pudeur ou trop de... je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas notre truc. Et si on veut faire passer des choses, si on veut se raconter soi-même, on le raconte comme ça, par le biais d'une aventure épique. L'écriture n'est pas du tout un art anodin. Est-ce que dans l'Aquarica, vous laissez filtrer vos propres préoccupations sur la société, sur le climat, parce que ça on en parle, ou est-ce que vous laissez suffisamment au lecteur d'ouverture pour qu'il mette lui-même ses propres inquiétudes? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fable écologique. Non. Mais par contre, vous amenez à réfléchir effectivement sur le climat. Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui n'est pas écologique. Tout, on a beau évoquer la moindre chose, faire le moindre pas dans la rue, notre voiture a des préoccupations écologiques, la politique de la ville, les matériaux dans lesquels sont faits les livres, les objets, le recyclage de ceux-ci, les plantes vertes. Il n'y a rien dans les choses de la vie qui ne sont pas écologiques. Donc on ne peut pas y échapper. Et si on parle
de nature, etc., forcément encore plus. Ceci dit, c'était pas notre but de délivrer un espèce de message lourd. Notre maxime, c'est dans la bande dessinée, même dans le jeu vidéo, peu importe. Notre maxime, c'est dans la bande dessinée, on délivre des princesses, pas des messages. C'est un peu ça. C'est que voilà, place à l'aventure, place à. Après, on peut raconter des choses en sous-main, ou on peut faire part d'inquiétudes, mais c'est vrai que c'est plutôt un open bar, et je trouve que c'est mieux que le lecteur vienne apporter ses propres conclusions dans tout ça. Est-ce que vous avez écrit en fonction du dessin que vous souhaitiez réaliser? Est-ce que vous avez eu des envies de mer déchaînées, de vagues monstrueuses? Ah oui, ça oui. Ah oui, si c'est pour dessiner sur un truc sur la mer, j'en suis pas encore satisfait. C'est-à-dire que j'ai acheté des reproductions d'un peintre russe dont j'oublie tout le temps le nom, mais qui était un peintre de marine comme ça, parce que je voulais voir comment on dessinait les vagues. C'est compliqué de dessiner les vagues. Et donc voilà, j'ai cherché qui les peignait le mieux, comment ça fonctionne. C'est très compliqué, mais c'est très amusant. Et je ne suis pas encore satisfait. J'ai pris un appareil photo pour dire, si j'ai 5 minutes à Saint-Malo, pourvu qu'il y ait une petite tempête et que je puisse aller prendre 2-3 photos, parce que les photos que j'ai faites, ça ne me remuait pas assez. Donc voilà, je suis tout le temps. Alors, est-ce que c'est la mer qu'on photographie qui sera la meilleure, ou la mer qu'on regarde chez les peintres? Je ne sais pas, mais il y a toute la transparence au-dessus des vagues, un peu moins en dessous, l'écume, la gestion de l'écume, tout ça, c'est. Voilà. Donc, ouais, c'est intéressant ça. On pense obligatoirement aux vagues de Koussaï. Alors, elle. Et c'est ce qu'on disait avec François Chutel l'autre jour. Hergé était aussi un très très bon dessinateur de mer, enfin de vagues. Et il se rapproche sans doute un peu plus de Koussaï, mais ils sont plus stylisés que mes vagues. Moi, j'avais pas envie d'aller. Bon, c'est pas le style qui va avec, etc. Donc, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était. On a beaucoup penché dans cette histoire, c'est bizarre, mais au niveau du concept, on a beaucoup pensé à Blanche-Neige et les 5 nains. C'est-à-dire une femme assez peu caricaturée, en fait, presque réaliste, entourée de personnages relativement grotesques. Les 7 nains, la reine, tout ça. Et je trouvais ça intéressant. Et quand on a imaginé le film, on s'est dit, on va le faire en 3D, sauf ce personnage central qui lui sera une actrice réelle, qui est une espèce de supplément d'âme comme ça, que le spectateur en l'occurrence, et ce sentiment de supplément d'âme, etc., du personnage à la fois étrange et à la fois différent, et des choses comme ça. Donc tout influence tout, ça c'est. Mais les dessins qu'on a fait avec François, parce qu'on a fait beaucoup de dessins préalables, quand on a imaginé le scénario, on a fait énormément de dessins. François a beaucoup dessiné, plutôt des illustrations, des morceaux de storyboard et des choses comme ça. Ne sont pas de la même famille que les dessins de la bande dessinée. C'est parce que la bande dessinée a d'autres exigences, et ne fût-ce que la répétition logique et des choses comme ça. Mais bon, de fait, on a dessiné. Benoît, merci. Bah, écoutez, c'est un plaisir. Très belle interview. On va vous laisser à vos lecteurs. Je crois qu'ils vous attendent maintenant avec, à ce qui paraît. Avec impatience. Formidable. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.